Deuxième numéro de votre magazine, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue, bon réveil, rapidement. Ça passe pour Fatih, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Premier coup de maître hier à la place Sainte-Thérèse, véritable démonstration de force. C'est d'ailleurs pour la première fois pour Félix, investi président de l'UDPS, de communier avec sa base de Kinshasa. On va scruter cette actualité, la hausse du prix des produits pétroliers à la pompe. Kapika tente de calmer la tempête et pense que ça n'aura pas des effets sur le panier de la ménagère, tout comme sur le coût de transport en commun. On va revenir sur la question, elle est économique et on vous a promis, on va parler kiosque économique ce matin. Autre sujet, la SADC qui s'épanche sur la République démocratique du Congo. La SADC n'en verra plus jamais. Un autre envoyé spécial pour la République démocratique du Congo. Et la SADC qui souligne en bic rouge, si vous voulez bien, en stylo rouge, la date du 23 décembre, elle n'est plus négociable. La SADC qui appelle le gouvernement, tout comme l'ensemble de la classe politique, à faciliter la tâche à la Commission électorale nationale indépendante. Merci à vous. Eric Tchikouma des Zoom Echo est avec nous sur ce plateau de kiosque. Eric, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous rentrez de l'Assemblée générale de la Banque mondiale et du FMI. Oui. Très bien, ça s'est passé à Washington. Oui, merci d'abord pour l'invitation, ça s'est très bien passé. Nous étions quand même, comme journalistes, nous avions postulé pour participer à ces assemblées générales, disons les assemblées de printemps, Banque mondiale et FMI. Et nous avions été retenus, c'est pourquoi nous nous sommes rendus pour voir comment est-ce que ça se passe. Bien sûr que c'était pour la première fois. Et nous avons rencontré la délégation congolaise qui a été représentée par le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que plusieurs autres experts de différents domaines du secteur économique de la République démocratique du Congo. Donc voilà, c'était une semaine bien pleine, très chargée en activités, non seulement dans le cadre normal, c'est-à-dire régulier, des activités des assemblées générales, mais aussi en bilatéral, c'est-à-dire les gouvernements ou chaque délégation en réunion bilatérale avec soit les FMI, soit une structure des institutions de Bretton. Justement, parlons de la RDC en termes bilatéral. Vous savez que c'est peut-être avec la Banque mondiale qu'on a un peu de relations, on a un peu de partenariat, mais avec les FMI, je sais pas moi, la garde dit quoi Non, nous sommes toujours en partenariat, nous sommes en relation avec le FMI, mais nous ne sommes pas en programme. D'abord, j'aimerais souligner que la République démocratique du Congo est membre à part entière, au même titre que les États-Unis, la France, l'Angleterre, au FMI. Donc, en tant que pays, en tant que membre, la RDC paye ses cotisations de manière régulière au Fonds monétaire international. Et donc, la RDC a droit de participer à ces genres de rencontres. La RDC a droit de bénéficier d'un conseil, d'un appui technique, d'un appui stratégique du Fonds monétaire international. Et d'ailleurs, ils ont un représentant, un bureau ici en République démocratique du Congo qui travaille avec le gouvernement. Mais seulement que le programme formel, là, c'est une autre part de choses. Nous ne sommes pas en programme formel avec le FMI, mais la République démocratique du Congo est en relation avec le FMI. Ok, ça c'est une précision de taille. Maintenant, politisons l'affaire. Tout est parti de cette question de Albert Yuma Moulimbi, la Gécamine, l'opacité dans la vente des carrés miniers. On ne sait pas dire combien vous avez vendu et qui a acheté, l'appel d'offres. Aujourd'hui, on est à rupture, le PECD n'a pas été conclu. Est-ce que la délégation congolaise a plaidé, est-ce que la délégation congolaise a montré des éléments pour convaincre la garde et l'ensemble du conseil d'administration du FMI pour la conclusion de ce PECD? De mon point de vue, ça je vais vous le dire de manière claire, de mon point de vue, je sais que la reprise du programme formel entre la RDC et le Fonds monétaire international ne sera pas aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup. Deuxièmement, oui. Pour répondre à votre question, la République démocratique du Congo, j'ai assisté, j'ai couvert en tout cas plusieurs réunions bilatérales avec le FMI et la Banque mondiale. C'est vraiment des félicitations que ces institutions ont adressées au gouvernement par rapport aux efforts qui ont été menés pour stabiliser le cadre macroéconomique. C'est vrai que ils ont félicité, mais aussi ils ont encouragé le gouvernement congolais à mener, à redoubler d'efforts pour que la croissance puisse être inclusive et durable. Très bien. Donc, j'insiste sur les caractères inclusifs et durables de la croissance pour que le Congolais puisse le ressentir dans son assiette. Très bien. Et ça, le gouvernement, à travers le ministre de Finances, a promis, disons, a dit à la Banque mondiale, tout comme au FMI, que le gouvernement s'est engagé à diversifier, mais seulement diversifier l'économie, mais aussi permettre à ce que le Congolais puisse bénéficier de manière concrète des retombées de cette diversification. Exact. Très bien. Éric Tchoukouma, de Zoumeko, à la ligne de Zoumeko ce matin. Ben, c'est cette affaire de carburant. On va en parler tout à l'heure. Ça sera les premiers thèmes de l'émission. Gabi Kouba Bekanga. Gabi, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes rentré quand? Ça fait pratiquement 3 jours. 3 jours. Vous rentrez d'une mission de service. Lui est arrivé cette nuit. Les deux invités qui viennent difficilement à kiosque. Et quand vous arrivez, c'est parce que peut-être vous rentrez d'un voyage. Vous étiez où? Au fin fond. Au fin fond. Vraiment là où il n'y a ni téléphone, ni internet, ni... Ali Bengue. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. J'étais réellement de l'autre côté parce que vous allez trouver un dossier assez intéressant. Une ressource partenariat à la GECAMINE pour l'intérêt national. Yuma Reba. Les cartes. Oui, c'est vrai que les gens ne croient pas en lui depuis qu'il est arrivé à la tête de la GECAMINE en 2011. Mais tout ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. Il a fait une sorte d'aveu, une sorte de mea culpa dans la gestion de la GECAMINE. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la gestion de la GECAMINE, Yuma n'a pas du tout tort, même si le redressement, la relance de la GECAMINE pose énormément de problèmes au regard des difficultés financières, des difficultés d'ordre logistique, l'endettement. Vous avez vu même les communiqués signés il y a 2 ou 3 jours sur la dette de l'entreprise KCC. Ça pose beaucoup de problèmes, mais les responsabilités sont partagées. Est-ce qu'aujourd'hui la GECAMINE reviendra comme une entreprise nourricière de la République au regard de tous les paramètres que nous voyons? Yuma tente de faire ce qu'il peut, mais il y a plusieurs pesanteurs qui expliquent que... C'est Yuma comme PCA qui fait ce travail ou bien c'est le comité de gestion? Je ne sais pas moi. Il est le PCA super puissance. On ne sent pas les PCA de l'ONATRA aussi comme Yuma. On ne sent pas les PCA de la SONAS. On ne sent pas les PCA par exemple de l'OGEFREM. Mais il faut dire les choses. Il y a qu'à la SNEL, là on sent tout comme PCA porte-parole. Et à la GECAMINE où on voit Yuma comme PCA et porte-parole. Il est plus que le DG. Ah oui, et il faut dire les choses clairement. Yuma, c'est l'homme du sérail. Donc, Jacques Kamenga, qui la DG de la GECAMINE n'a pas le même poids politique que Albert Yuma, qui murmure parfois à l'oreille du chef. Donc, il faut dire clairement les choses telles qu'elles sont. Donc, ce qui fait que Yuma prend l'ascendance sur la DG. Mais quand il y a des gestions, on ne sanctionne pas Yuma. On a sanctionné un pauvre monsieur comme Ahmed Kalej. Mais on voit Yuma vendre des carrés miniers dans l'opacité. Jeune Afrique a écrit sur ça. Et justement, pour embrayer sur ce que le confrère a dit, Éric Tchoukouma, si on n'est pas en programme aujourd'hui avec les FMI, entre autres, c'est sur cette question GECAMINE. Voilà. Avec Yuma. Même quand je fais quand même un raccordement, lorsque l'Ouaka vous dit que l'état de délabrement de nos routes est dû à l'insuffisance des moyens financiers, mais nous avons signé les contrats avec les Chinois. Les Chinois ont commencé la production depuis 2015 avec la SICOMINE. Alors, pourquoi? Parce que les partenariats sino-congolais étaient la construction des infrastructures contre les minerais de la République. Mais comment expliquer qu'au moment où on lance la production de la SICOMINE, et c'est en ce moment-là que les travaux des Chinois s'arrêtent?
C'est l'une des zones d'ombre qui a poussé les FMI, les institutions de Bretton Woods, à rompre leur assistance technique vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Mais l'autre dossier que vous allez trouver également dans ces nouveaux numéros, je veux parler ici du transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, et c'est un dossier assez percutant. Vous avez suivi même le débat à l'Assemblée nationale. Ici, on vous dit que nous n'avons signé aucun accord et nous n'avons pas de problème avec X ou Y, parce que les gens, on leur fait miroiter une sorte d'appât de la part du Tchad. Le Tchad n'a pas d'argent pour financer un projet de transfèrement des eaux du fleuve Congo qui va coûter plus de 15 milliards de dollars. Il y a deux principaux bailleurs des fonds, à savoir la Chine et la France. Le Tchad, les pays du bassin du lac Congo, le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria sont des pays pauvres, endettés, incapables de payer leurs fonctionnaires. Cela veut dire quoi? Les entreprises chinoises vont gagner les marchés, les entreprises françaises vont gagner les marchés, et le Tchad, voilà, ils vont financer ces transfèrements. Le Tchad et les autres vont s'endetter, et la RDC ne peut pas croire que avec cet argent, il aura assez. Maintenant, il faut voir des conséquences. Quel sera le sort du barrage de Yinga? Parce que vous avez deux principaux affluents qui alimentent le fleuve Congo, les Kasaï et le Bangui. Vous avez également des petites rivières et des lacs à travers la République démocratique du Congo. Mais non seulement ça. Et notre dossier également, Eric Chikome était avec moi en Afrique du Sud, il a vu la crise de l'eau. Et lorsque j'étais à l'hôtel, je suivais régulièrement la chaîne sud-africaine SBC, et on projetait le niveau 0 le 11 mai de cette année. C'est-à-dire le 11 mai, la ville de Caton, on est en train de forer. Or, c'est une ville construite sous forme d'une spirale. Il y a beaucoup de roches. Alors, l'Afrique du Sud est en train de lorgner aussi les eaux du fleuve Congo en raison de la proximité du Katanga avec l'Afrique du Sud. Maintenant, on demande à tous les décideurs de réunir des experts au niveau de la République pour voir si ce projet est rentable pour la République et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Voilà les deux dossiers que vous allez trouver dans notre événement. Très bien. Merci beaucoup, Gabi Kouba. Trop peu d'économie ce matin. Allez, on va parler énième hausse du prix du carburant. Joseph Kapika, pas de réajustement, tout s'arrête. C'est aussi à la une de Zoom Eco ce matin. Bien sûr. Je pense que nous en parlons depuis l'année passée, et d'ailleurs je me souviens, il y a un article que nous avions écrit en janvier pour signifier que la première hausse de janvier, ce n'était qu'une première de la série, d'une série de 4 ou de 5 prévues cette année, juste pour permettre à ce que les pétroliers puissent atteindre l'équilibre de leur business. D'autant plus que les paramètres, si vous regardez la structure de prix, le taux de change qui est inscrit, par exemple, aujourd'hui, c'est à 1500, ce qui a occasionné la dernière révision à la hausse. En janvier, c'était à 1400, et aujourd'hui, c'est à 1500. Le taux d'échange qui est incorporé dans la structure de prix n'est pas actuel avec le taux qui est appliqué sur le marché. Voilà. Ce qui fait que donc c'est automatiquement aussi à prendre en compte. Hein. Justement, c'est les barils au niveau international. Justement, c'est le taux de change. Donc c'est un facteur déterminant. C'est comme si aujourd'hui on payait le fonctionnaire au taux de 900 francs. Imaginez ce que ça fait. Donc il sera obligé de compléter en plus 800 francs ou 900 francs la grève pour acheter, pour avoir le dollar avec lequel il va payer le frais le loyer par exemple, ou le frais scolaire de ses enfants. Donc au moment où nous parlons, malgré le fait que aujourd'hui il y a eu augmentation, mais ces paramètres taux de change qui est à 1500 va continuer à influer sur le fait que le carburant doit être revu à hausse. Le jour où, chers Quinois, chers Congolais, vous apprendrez que dans la structure de prix, le taux de change qui a été inscrit est égal au taux appliqué sur le marché, c'est-à-dire le taux du jour. Le taux de change du jour, c'est le jour où vous saurez que maintenant, en tout cas, on peut être tranquille. Mais ça fait peur, ça fait peur. Ben, c'est pour dire qu'il y aura encore d'autres augmentations qui sont prévues. Mais simplement, par rapport à notre étude, l'enquête que nous avions faite, et d'ailleurs l'article est en ligne sur Zoom Eco, nous nous sommes dit, regardez maintenant la conséquence. Depuis janvier,
jusqu'aujourd'hui, c'est 3 augmentations successives. C'est pas la dernière. La stratégie, ce n'est pas la dernière. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je vous ai dit ici, jusqu'à ce qu'on atteigne, qu'on incorpore le taux de change du jour dans la structure de prix, c'est le jour où on peut penser. Alors, je disais, depuis janvier, il y a eu 3 augmentations successives. Et les 3 augmentations successives ont été de l'ordre de 4%, 4%. C'est-à-dire que le gouvernement a opté pour une stratégie n'atteignant pas 5%, pour influer automatiquement sur le prix de la course. Mais imaginez, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, ça fait déjà 12%. Ça fait déjà 12%, c'est plus de 12%. Et 12%, ça a un impact sérieux sur le transport en commun. Imaginez aujourd'hui tous les taximens qui achètent du carburant, la perte qu'ils organisent, qu'ils encaissent aujourd'hui, c'est de l'ordre de 12% depuis janvier. Mais ils font des demi-terrains. Justement, c'est la conséquence maintenant. Nous avons même titré le demi-terrain revient au galop à Kinshasa. Oui, oui. Donc, Kapika a décrit cela. Justement, ce n'est pas que lui dit par rapport au texte, vous ne devez pas augmenter, mais le fait sur terrain oblige les taximens à recourir à la pratique de demi-terrain. Non seulement ça, juste pour maximiser et réunir, atteindre l'équilibre de leur... Maintenant, comment compenser? Parce qu'il y a des auditeurs qui nous suivent, qui sont dans des bus, de privés, qui sont dans des taxis qui nous suivent. Vous avez quelqu'un qui a un bus, par exemple, de 12 places. Il a, pour un seul tour, boulevard Gare Centrale, vers quittant magasin, il a par exemple 4 militaires. Allez, 4 militaires et tout. C'est déjà les manques à gagner. Et en plus, il subit déjà, pour ces 3 différentes augmentations, de l'ordre de 12%. Comment, lui, en tant que privé, il peut compenser cela? C'est par les jets d'écart de terrain ou de demi-terrain. Oui, bon, l'affaire de policiers, je pense que c'est un débat qui avait déjà été... des Croix-Rouges, de militaires. Souvent débattu. Ils ont même dit dans un bus, pas plus de 2 militaires, tout ça. Bon, là, c'est un autre problème. Mais par rapport au carburant, si aujourd'hui les taximens recourent à la pratique demi-terrain, quart de terrain, c'est juste pour compenser en fait le fait que le gouvernement provincial n'a pas bougé la structure... Mais les démons de la face, c'est la population. Parce que l'État veut faire voir aux gens que ça ne dépasse pas les 5%. Justement. Mais malheureusement, l'État se dédouane avec le pétrolier. Ils veulent maintenant que la perte soit encaissée par le taximen. Et le taximen n'en veut pas non plus supporter cela. Et il se décharge sur la population. Alors, il faut qu'une solution soit trouvée. Je pense que j'ai discuté avec plusieurs taximens depuis que je suis rentré, et même il y a une enquête qui avait été faite par la rédaction pendant mon absence. Plusieurs taximens demandent à ce que l'ASECO, l'association congolaise de chauffeurs, puisse se réunir avec le comité tarifaire de la ville de Kinshasa pour réajuster ses prix afin de pouvoir soulager et mettre fin à la pratique demi-terrain. Soulager peut-être les chauffeurs et les conducteurs, les propriétaires des taxis, mais pas soulager les clients. On ne va pas soulager la misère de la population sur ce point. On va augmenter la misère. C'est une charge supplémentaire pour vous et moi, les usagers de taxis. Pourquoi? Parce que votre traitement n'a pas été changé, ça fait des années. Bien au contraire, vous avez perdu plus ou moins 40% de votre revenu. 45% de votre revenu. Votre pouvoir d'achat s'est effrité. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus de moyens. Ce qui peut dire concrètement qu'avec l'augmentation du prix du carburant qui entraînait ipso facto dans la psychologie des Quinois ou des Congolais, l'augmentation du prix du transport et des biens et des services, ça va encore peser lourdement. Mais le gouvernement a été malin sur ce point, mais sauf que cette astuce qu'utilise le gouvernement d'augmenter le prix des carburants par palier ne résout pas les problèmes. Ça ne résout pas les problèmes. Je me rappelle bien en 1990. C'est la politique des leaders Lunda Boulolo à l'époque, Premier ministre en 1990, il a visé toujours les aérois de l'époque de l'augmentation du prix des carburants. Un mois bien avant. C'est que le gouvernement a fait développer les discours. C'est-à-dire pour qu'on arrive à l'augmentation du prix des transports en commun, il faudra que l'augmentation du prix du carburant dépasse au moins 5%. Donc c'est ce qui est légalement établi au Congo.
Jusque-là, ce n'est pas le cas. Le gouvernement s'est convenu avec les opérateurs pétroliers pour que l'augmentation soit séquentielle, c'est-à-dire par palier, 3%, 2%, et jusqu'à atteindre le prix qu'Éric a évoqué ici. Mais pour des raisons que le gouvernement avance le prix frontière, c'est tout à fait normal parce que le franc congolais, c'est une monnaie qui ne traverse aucune frontière. C'est une monnaie essentiellement paroissiale. Monnaie gendarme. Donc, ça ne traverse aucune frontière. Pour vous approvisionner en carburant, il faudra utiliser les dollars américains qui est la monnaie des transactions au niveau international. Mais autre fait également évoqué, l'augmentation du prix du baril. Jusqu'hier à 22h, c'était autour de 68 $. Donc aujourd'hui, le baril du pétrole avoisine sur le marché international 70 $. Mais Kapika évoque cette raison. Oui, c'est bien beau, mais quand nous avions atteint 38% il y a quelques années, est-ce que les prix ont subi une baisse ici au Congo? Non, il a répondu à cette question. Il a dit quand on avait atteint les 38%, oui, les prix n'avaient pas baissé parce qu'on avait l'érosion monétaire. Mais vous saviez qu'à cette époque-là, les prix des transports augmentaient. Aujourd'hui, la course, si vous prenez un taxi de la gare centrale jusqu'à Kintambo, c'est combien? C'est 500 francs que nous payons il y a quelques mois. Aujourd'hui, vous n'allez pas payer. Ce matin, par exemple, comme il a plu, plus cette arnaque de l'hôtel de ville sur les contrôles techniques, ça complique encore la situation des transports en commun. C'est pourquoi vous voyez des files indiennes partout. Mais Kapika dit, oh non, il n'y aura pas de demi-terrain. Prendre une décision à partir du bureau, c'est très facile. Communiquer des presse, c'est dans les rédactions, le partager, c'est très facile. Lorsqu'il dit, le gouvernement supporte aussi, la pratique de demi-terrain n'a aucun sens. Mais il est au bureau, à partir de chez lui, il prend sa limousine, il va à la maison, qu'il descende. La dernière fois, il a pris un taxi, c'était quand? Oui. Avant les dialogues de Saint-Sylvestre. Bon, quand il était encore porte-parole de l'UDPS. Oui. C'était même pas un taxi, c'était les 207 que nous prenions vous et moi, oui, à cette époque. Maintenant, ça fait longtemps qu'il a plus il ne connaît plus la couleur de 207 parce qu'il est dans des véhicules teintés. Lorsqu'il dit Transco, le gouvernement approvisionne la société Transco et on supporte les carburants à la police, Congo Airways, tout ça. Mais Transco ne résout aucun problème de transport. La dernière fois que vous avez pris ce véhicule, c'était quand? Eric, je ne sais pas si vous connaissez le nombre de sièges aujourd'hui des Transco. Parce que ça n'existe. Sur les 500 bus lancés en 2013, aujourd'hui, vous avez moins de 250 bus qui sont opérationnels. Même les 500 à l'époque n'ont pas résolu les problèmes de transport. Donc, ce qui veut dire que cet argument ne tient pas. Quand vous prenez la décision, il faut savoir assumer les conséquences. Et les conséquences sur le terrain, aujourd'hui, c'est la pratique de demi-terrain. Chacun évolue sur sa planète, chaque taximène. Attendez. En ajoutant les problèmes de l'arnaque, de contrôle technique, vous voyez que la situation... Pourquoi vous appelez ça arnaque? Mais pourquoi je l'appelle arnaque? Il faut savoir l'impôt. Je suis un bon citoyen, je veux que les gens aient les impôts. L'État a plusieurs sources de financement. Les impôts, les emprunts et autres moyens. Mais sur les principaux moyens de l'État, les impôts ou taxes, c'est moyennant, quand vous payez la taxe, c'est moyennant une contrepartie. Quand vous payez la vignette, c'est la taxe de circulation routière. Pour ça, ça vous aide. Je suis parfaitement d'accord avec ça parce que vous allez demander, oui, vous payez, vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous payez pour qu'on entretienne les routes. Les routes ne sont pas entretenues, on voit l'état dans lequel. L'argument principal, d'ailleurs, il y a une conférence des gouverneurs ici à Kinshasa, en catimini, pour demander la rétrocession. Oui, c'est vrai, l'argument aujourd'hui c'est pour les provinces, il n'y a pas de rétrocession. Mais le peu, par exemple, qu'on vous donne et comment vous les gérez, vous avez un problème de gouvernance. Pourquoi j'appelle ça arnaque? Votre Jeep, c'est 75 $. Si vous allez au service des contrôles techniques. Et la voiture d'Eric, ça fait 60 $. Et un véhicule de transport en commun, ça fait 120 $. Mais lorsque vous allez payer, malheureusement le temps nous fait défaut pour que je vous montre les preuves, on mentionne les 22 500 francs congolais. Où est la différence? Et ce n'est même pas vous, propriétaire du véhicule, qui allait payer directement à la banque. Ce n'est pas un intermédiaire, mais les contrôles techniques. On vous dit, allez à l'INPP. À l'INPP, 11e rue, chez Maurice Chikouyapo, l'expertise. Mais ça ne se fait pas. Vous envoyez votre carte rose à travers l'intermédiaire, qui le fait à votre place. L'opération, c'est une simple vente ou une simple achat du document, un simple achat, pardon, des documents. C'est long, donc c'est long. Eric, hein, c'est vraiment une sorte de marché de dupes, hein, cette histoire des hausses de prix des produits pétroliers.
qui trompe qui finalement? Le gouvernement sait qu'en réalité, en fait, l'augmentation dépasse 5%, c'est des 15 par exemple, ben, il joue un peu le jeu de l'Autriche pour dire donc 4%, 1%. Or, en réalité, le gouvernement sait bien que c'est pas ça. Mais la réalité, c'est que les conducteurs et les détenteurs des taxibus recourent à cette pratique pour peut-être aussi compenser le manque à gagner. Le gouvernement est devant un fait accompli. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas aller au-delà. Donc, il ne peut que consentir à l'augmentation de prix du carburant. Face à la pression des opérateurs pétroliers, vous savez, l'année passée, au dernier trimestre de l'année passée, ils ont fait de menaces, tout ça. Ils ont même menacé de sécher la livraison de carburant. Mais le gouvernement devrait en fait consentir à cette augmentation. Mais elle a choisi l'option la moins peut-être... la voie moyenne. La voie moyenne pour ne pas occasionner la hausse qui peut entraîner l'augmentation même de prix de biens, des troubles sociaux. C'est pourquoi le gouvernement a opté pour l'option d'y procéder par palier. Mais aujourd'hui, dire que par exemple, c'est que Kapika est en train de dire, voilà, il faudrait que la pratique de demi-terrain cesse, le gouvernement n'a aucun pouvoir aujourd'hui de maîtriser la pratique de demi-terrain. C'est maintenant l'écart des terrains. Parce que même l'écart de terrain, parce que le gouvernement ne gère pas tous les taxis privés. Le gouvernement ne les gère pas. Le gouvernement a à gérer Transco, ou si aujourd'hui la solution pour le gouvernement serait peut-être d'inonder la ville de Kinshasa des taxis, des taxibus, même des bus. Mais même des trams. Aujourd'hui, même des trams. On nous a promis des trams. On a vu des panneaux ici à travers la ville que voilà, on devrait avoir des trams, TGV, tout ça, des TGV. Rien aujourd'hui. Donc, imaginez, le gouvernement n'aura pas à réguler la fin de la pratique de demi-terrain ici à Kinshasa, et c'est difficile. Par rapport à l'augmentation de prix, c'est difficile. Le gouvernement est devant un fait accompli. Non, il est dépassé. Pas dépassé, mais il est obligé, il est contraint de procéder à cette augmentation, mais seulement il a choisi d'y procéder par palier pour ne pas impacter, chambouler tout au même moment. Parce que vous savez que l'augmentation du prix du carburant ici entraîne l'augmentation de tout le prix de biens et services. Il y a un effet d'entraînement sur tous les secteurs de la vie nationale. Très bien, il y a un téléspectateur qui me pose la question, l'écart de terrain c'est quoi? Demi-terrain. L'écart de terrain, c'est par exemple, vous êtes à la gare centrale, vous allez à Kitambo magasin. Les taxis ne vont pas directement à Kitambo. Les taxis font d'abord Mandela Batete là ou Sosimat. De Mandela, au lieu de doubler Sosimat ou Batete là. Magasin. Au lieu de doubler magasin. Vous avez compris maintenant. Donc vous payez 3 fois. Vous payez 3 fois. Au lieu de 500, vous payez 1500. Dans le même taxi, on dit bon, vous continuez. Oui, on continue. Si vous descendez, vous payez. Demi-terrain, quart de terrain. Oui, c'est ça. Donc le gouvernement ne peut pas réguler ça tant que il n'aura pas un pouvoir sur. Imaginez, moi je suis taximène, j'ai mon taxi, j'achète du carburant. Ce n'est pas l'État qui vient me donner l'argent pour acheter du carburant, et j'essaye d'équilibrer mes charges. Je vois que parce que normalement, s'il faut passer de 500 000 francs ou de 1000 à 1500 francs, je me dis, voilà, comme le gouvernement n'a pas consenti à cette augmentation, moi je m'organise pour équilibrer mes charges. Donc, et pour équilibrer mes charges, j'estime que la pratique de demi-terrain me va. Donc, je ferai gare centrale Mandela, et puis ainsi de suite. Mais vous savez, dans cette affaire, lorsque Kapika, c'est toujours le même Kapika au mois de décembre ici, qui nous disait que les perspectives économiques étaient en tout cas très réduisantes. C'est vrai que les perspectives ne sont pas des réalités, c'était des projections. À l'époque, il se vantait de la reprise des matières premières sur le marché international. Et je les cite, lui-même qui disait, d'ici, à partir du mois de décembre, d'ici au mois de mai, les Congolais ressentiront les effets de l'augmentation des prix des matières premières. Aujourd'hui, c'est une souffrance de plus que le gouvernement impose à la République. Il faut savoir s'adapter. Vous voulez augmenter, oui, vous voulez augmenter, mais il faut voir également les autres. Qui gagnent les autres? Les fonctionnaires de l'État, par exemple. Tout ce qui est marge du budget de l'État aujourd'hui, même ceux qui sont dans les secteurs privés. Vous et moi, appartenant aux médias privés.
on vous paye en francs congolais. Si on vous paye en francs congolais aujourd'hui, et que, avec votre pratique des demi-terrains ou les 3/3, tel que vous les nommez aujourd'hui, la nouvelle expression qui vient de naître, cela veut dire quoi? Si moi qui habite Badara, je reçois de la part de Kitutu ou Liantoa un salaire de 350 000 francs congolais et que j'ai dépensé 100 000 francs congolais pour le transport pour venir à la rédaction chaque matin, il faudra également compenser en ce moment-là le transport. Cela veut dire quoi? Je vais utiliser la moitié de mon salaire et ça va m'asphyxier. Et dans ces cas, vous ne pouvez plus tenir. La vie devient intenable. Alors, où sont les perspectives? Autant que Kapika, il était à l'UDPS, il ne ressentait pas les perspectives économiques meilleures. Mais aujourd'hui, il est au gouvernement, il les ressent. Nous voudrions... La contestation et la gestion, il y a vraiment un grand trou. Hein. Oh oui, mais maintenant... Vous passez tout le temps à contester, maintenant vous gérez... Oui, quand il était de l'autre côté, quand il était à l'IMT, tout allait très mal. Voilà. Mais maintenant qu'il est à l'immeuble intelligent, tout va bien. Mais nous qui sommes restés à Ngaba, à Badara, à Malueka, quel est notre sort, Kapika? C'est ce que nous vous demandons. Nous, on ne vous demande pas d'avoir les mêmes niveaux de vie que vous. Mais il faut savoir équilibrer. Eric, vous revenez des assemblées générales. Parmi les recommandations, croissance inclusive. Qu'est-ce que cela veut dire, la croissance inclusive? L'accès aux nouvelles ressources. Quelles sont les nouvelles ressources auxquelles nous autres avons accédé, à part Kapika? Ah oui. Il a accédé à quoi? Ah oui, mais il a accédé aux nouvelles ressources. Déjà, les bureaux changent, les ressources de fonction, les ressources vous voulez changent, tout ça. Le thé a même changé. Ce n'est qu'un point, ce n'est qu'un point parmi les recommandations. La croissance inclusive. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de minerais. Oui, la croissance inclut aussi l'emploi. Mais moi, je pense que Kapika, il essaie de donner... il fait quand même l'effort. Il fait quand même un effort pour donner le meilleur de lui-même au sein du gouvernement. C'est l'effort de tout le gouvernement. Justement, c'est l'effort de tout le gouvernement. Et le gouvernement est dans une difficulté extraordinaire par rapport... Les problèmes qui se posent au jour le jour... Je peux me permettre de vous résumer. Au-delà de ça, nous sommes vraiment rattrapés par la réalité sociale née de la crise politique qui a des implications sur la crise et sur le plan économique. Hein. Vous l'avez bien résumé. Non seulement ça, non. Ça, c'est une vision assez simpliste de la situation. Oui. C'est vrai que la RDC est tributaire de ses exportations parce que tout ce que nous consommons est importé et tout ce que nous pouvons produire, notamment le cuivre et le cobalt, est exporté. Mais au-delà de tous ces problèmes, parce que nous subissons des chocs exogènes, ça c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais maintenant, la gouvernance à l'intérieur du pays. Regardez, tout le monde qui est accusé, incriminé pour un problème de détournement public, c'est tout des deniers publics, liberté provisoire. C'est la règle générale. La condamnation, c'est l'exception. C'est ça le Congo. Il faut vous remettre en cause et comment vous gérez l'argent de la République. Regardez seulement le nombre de conseils. Vous n'allez pas me dire, vous et moi, depuis que nous étions enfants, l'hôtel de ville de Kinshasa n'a jamais été inondé. Mais regardez l'entrée principale, le parking du gouverneur lui-même, quand il pleut, on transporte les gens au dos. Mon Congo 500. Mon Congo 500 francs. Devant le gouvernement. Est-ce que ça vraiment c'est toujours la crise des matières premières? Hein? Même chez moi à la maison. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Gabi, mais j'aimerais ajouter une chose. Nous subissons, je prends sa phrase, nous subissons le choc exogène. Mais vous avez un problème de gouvernance et de gestion à l'interne. Nous avons un problème de gouvernance à l'interne et ces problèmes de gouvernance doivent être résolus. Est-ce que ces problèmes sont en train d'être résolus avec cette crise politique ici? Deuxièmement, nous subissons le choc exogène et maintenant, au moment où nous parlons, nous bénéficions de cet effet d'entraînement sur l'économie mondiale. Donc, le cours des matières premières, parce que nous sommes un pays principalement exportateur et nous devons capitaliser le fruit de ces ressources. Madame, monsieur, pour voir comment orienter ces ressources vers. C'est pourquoi je reviens pour dire que le problème de gouvernance doit être résolu. Et prenant ces ressources, nous devons les transformer, les investir dans des domaines porteurs de croissance pour que l'économie soit non seulement diversifiée, mais que le Congolais puisse bénéficier de la croissance et cette croissance qui puisse être inclusive, une croissance qui puisse être durable. S'il vous plaît, Serge, un pays ne va pas se développer, ne connaîtra jamais le boom économique avec des simples exploitations. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai discuté avec un opérateur minier toute la matinée et il me montrait les données statistiques. Vous savez que les deux entreprises qui produisent de l'or au Congo, l'année dernière, ont produit 23 tonnes d'or.
Les exportations de la production artisanale, c'est 17 000 tonnes raffinées par l'AGR en Ouganda. Savez-vous combien? Merci beaucoup, Gabi Kouba. S'il vous plaît, Eric. C'est-à-dire que, en attendant, nous bénéficions de cette rente minière pour l'orienter. Nous la maximisons et nous l'orientons vers des domaines qui sont la question. Il y a un confrère qui s'invite dans ce débat. Il est à quelques kilomètres de chez nous. Il nous suit. Il s'appelle Israël Moutala. Il pose la question. Bonjour Serge. Bonjour Israël. Bonjour Israël. Oui. Le vrai débat est quelle est la politique du gouvernement pour l'indépendance énergétique de la RDC. Que faire? C'est la question qu'Israël nous pose. Que faire pour ne pas importer du pétrole? La réponse est simple. Il faut installer une raffinerie de pétrole ici en République démocratique du Congo. L'Angola nous pompe le pétrole. Justement, parce que comment imaginer qu'aujourd'hui, par exemple, le Congo, nous produisons, je prends le cas du coltan, nous sommes pays producteurs du coltan. C'est-à-dire que le coltan ici, il est produit de manière artisanale. Mais le Rwanda, juste à quelques kilomètres de Goma, a installé une raffinerie du coltan. L'Ouganda a installé une raffinerie d'or. L'or quitte le Congo. Ils ne sont pas producteurs d'une matière, mais pas du tout, mais ils ont compris la stratégie. Et pourquoi le gouvernement congolais n'a pas encore défini une stratégie pour installer des raffineries ici au Congo? C'est vrai que dans le domaine minier, ils ont commencé notamment avec la Sicomine qui est en train d'installer, mais ça prendra du temps. Merci beaucoup. Le monsieur Éco des kiosques, merci à vous. Je réponds partiellement à la question d'Israël sur la question énergétique. Il dit pourquoi on importe du pétrole. Eric donne une réponse pour dire qu'il faut une raffinerie. Mais savez-vous que la société a existé avant notre naissance? Où est-elle passée aujourd'hui? Et j'ai vu des projets du gouvernement de la République et les données existent au ministère des hydrocarbures pour la relance de la société. On nomme des comités de gestion, ils se succèdent, mais jamais les problèmes n'ont été résolus. La Côte d'Ivoire, par exemple, les produits du pétrole, les gens ne le savent pas, mais c'est un pétrole destiné à la consommation interne. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule entreprise qui produit du pétrole sur le plateau continental. Les blocs ont été déterminés. Regardez les contrats qui ont été signés entre la Sonangol et la Cohydro aujourd'hui. La Sonangol, c'est la Gécamine, comme à l'époque du Zaïre, la Gécamine de l'Angola, la Sonangol. Quelle est aujourd'hui l'image de la Sino-Hydro, parce que Sino-Hydro, c'est le bras séculier de l'État, il devrait vendre du pétrole, importer ou exporter, faire l'exploration, combien de recherches ont été menées par Cohydro. Quand bien même que les blocs ont été identifiés, ont été disséqués et identifiés pour l'exploitation pétrolière. Même ce qui s'est passé dans le nord de la RDC, Divine Inspiration, Tullow Oil, tout ça. Savez-vous que Tullow est arrivé au Congo avant d'aller au Ghana? Et aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a produit le pétrole 3 ans après son installation au Ghana. Tullow a produit du pétrole au Ghana. La production ghanéenne est plus importante que la production de la République. Madame, monsieur, ce n'est pas normal que nous ne puissions pas avoir une raffinerie ici. Nous pompons du pétrole, ça va à l'extérieur et puis ça nous revient ici. Et puis on va rester dépendre du prix moyen frontier, et ça devient rébarbatif. Il faut produire du carburant ici pour d'abord la consommation locale. Le Congo est grand, le Congo est vaste et nous avons des infrastructures qui exigent le fonctionnement avec du carburant. Et si nous avons réussi avec la politique d'industrialisation de nos secteurs extractifs, vous verrez que ces pays vont non seulement s'autosuffire, mais aussi avoir suffisamment pour exporter de la valeur ajoutée et non des minerais bruts. Très bien. J'ajoute juste un mot. Tout ce que vous dites là, c'est bien bon, mais il faut avoir des gens porteurs de valeurs, des idées, qui ne viendront pas parce qu'il est là, à Zouambon, mais pour faire quelque chose pour la postérité. C'est ça, justement. Bien sûr. Vous avez des gens qui viennent, les débats qui nous amènent sur les plateaux de télévision, c'est la nationalité d'Éric Tchikouma, c'est la peau de tel. C'est ça, les dirigeants que nous avons. Sous d'autres cieux, c'est ce genre de débat.
Justement, moi, je l'ai toujours dit, Serge, je l'ai toujours dit, je suis déçu que les débats politiques dans notre pays, les débats entre acteurs politiques dans notre pays soient superficiels. Quelle est la vision de Fathi sur cette question par exemple, de l'indépendance des eaux? Quelle est la vision de Chadari? On n'en connaît pas. Non, la vision de Chadari, c'est Moïse Katumbi. Quel est le Congolais, le Quinois qui connaît la vision de Félix Tshisekedi, la vision de Moïse Katumbi, la vision de, je ne sais pas moi, quel acteur politique, F. Bazaïba, sur cette question énergétique. Comment vu la mère de Moïse Katumbi aux États-Unis? Est-ce que quand vous étiez aux Assemblées générales, vous n'avez pas vu la mère de Moïse Katumbi là-bas? Pas du tout, je n'ai vu personne. C'était kiosque info. L'émission est terminée, mais on va quand même placer un mot sur ce grand meeting. Ça passe pour Fathi. Oui, ça passait pour Fathi et il a démontré qu'il était un grand leader de l'opposition. Tout ce qui se disait et tout ce qui se disait dans les coulisses, Fathi l'a dit hier en public. C'est vrai qu'il est l'objet de plusieurs sollicitations, que ce soit de la part du pouvoir ou de la part de ses alliés de l'opposition. Dans le cadre de l'application de l'accord. Oui, maintenant à lui de choisir. L'application de l'accord passe aussi par la désignation, pas la désignation, mais par une ordonnance pour que les gens aillent au CESAC. Mais quand est-ce que vous allez démissionner? Vous aussi, il ne faut pas vous accrocher à un kiosque, il faut laisser la place à Moron Djambé, à Gisèle. Nous vous avons élus, allez-y. Donc la décrispation, c'est aussi ça. Il ne faut pas qu'on demande seulement à Kabila de ne pas glisser. Mais il faut que les autres aussi cèdent de la place. Mais si c'est Kabila qui a l'ordonnance, il ne faut pas non plus donner les arguments aux autres pour dire voilà, nous tous nous avons glissé. Il faut signer l'ordonnance pour que vous alliez siéger au CESAC. Nous vous attendons. Donc vous aussi, ne vous accrochez pas. Cédez la place à Gisèle et Toko pour que vous menez. Alors, revenons sur les meetings de Fathi. Oui, il a coupé court à toutes les rumeurs ou à tout ce qui se disait dans les salons. Je ne suis pas Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il voit. Si il opte pour la primature, qu'est-ce qui se trame? Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? C'est lui qui va endosser la responsabilité d'un énième glissement, ou bien c'est une perspective d'une alliance contre nature qui ne peut pas, en tout cas, me surprendre entre le PPRD et l'UDPS pour les élections. Mais aujourd'hui, on voit aussi son allié indéfectible, Katumbi, qui est en porte-à-faux avec le régime de Kinshasa ou qui a des démêlés avec la justice. Tout dépend. Est-ce qu'il sera soutenu par Katumbi? Parce que Katumbi aussi n'est pas pour la candidature de Fathi. Katumbi, c'est lui ou personne. Donc c'est lui le candidat. Maintenant, à Félix de choisir, de faire le choix. Qu'est-ce qu'il veut? Et lui-même l'a clairement dit, nous, ce n'est pas l'autorité morale qui décide, nous, c'est la base qui décide. Donc, dès lors que la base m'a désigné comme président du parti et candidat à l'élection présidentielle du décembre 2018, je m'incline, donc je ne suis pas parti président. Alors, je raisonne autrement. Je donne un contre-argument. Oui. Donc, lui est déjà candidat président de la République, mais l'IDPS peut donner un autre candidat primaturable. Candidat prématurable, c'est-à-dire candidat prématurable. Mais il faut qu'il soit d'accord. Parce qu'il semble que Kaboun a vraiment des appétits pour aller à la primature. A des appétits, il n'a qu'à aller demander l'autorisation de la base. Parce que tout dépend de ce que veut la base. Mais pourquoi vous ne voulez pas que l'IDPS aille à la primature? Parce que vous réclamez l'application de l'accord. Non, en tant que journaliste, on réclame. Le CLC appelle les gens meurent. L'église catholique appelle les gens à manifester, c'est pour l'application de l'accord. Mais maintenant que Kabila veut revenir au bon sens, pourquoi on n'en veut plus? Mais l'application de l'accord, il n'y a pas seulement que la question de la primature, il y a d'autres questions. Dont aussi votre mandat, aussi ça. Donc c'est ça aussi l'application de l'accord. Le problème de la libération des partis politiques. Alors, il a tout dit sur ces points-là et je crois qu'il a éclairé la lanterne de l'opinion publique et ceux qui doutaient de ce qu'il pouvait faire. Mais ce que je peux dire sur ces points, la nation a gagné. À force d'étouffer la liberté, elle finit par exploser. On ne pense pas que c'est les cadeaux du régime. Ce sont les textes réglementaires qui les disent. Donc la liberté de manifester pacifiquement. Donc ça ne peut pas être l'apanage du PPRD. Ce n'est pas non plus la bonne volonté. Ce n'est pas non plus la bonne volonté. Ce n'est pas non plus la bonne volonté du régime. C'est la volonté commune de tous les citoyens congolais. Hier, comme il n'y a rien eu, personne n'a perdu. Mais c'est la question que je voulais poser. Justement, parce que moi je suis passé par là vers comment la police qui a encadré hier, c'est une police congolaise qui noie, ou bien c'est une autre police? Pas de gaz lacrymogène, pas de tir à balles réelles, pas de tir à balles caoutchouc, pas de perturbation, pas d'intimidation, tout ça. Donc, il y a des manifestations où la police vient
pour déranger, pour provoquer, ou soit les militants de l'UDPS avaient reçu excusez-moi, des consignes pour ne pas provoquer la police? Les militants de l'UDPS, nous sommes ici à Kinshasa, nous suivons toujours cette actualité de près en tant que journalistes. On a vu ici à Kinshasa de manifestations être interdites par un simple fait d'annonce. Par un simple fait d'annonce. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Moi, je suis passé par Tchangou hier, vers 15 h, comme si de rien n'était. Voilà. Vraiment comme si de rien n'était. Et je me suis dit, ben, c'est ici que Félix a tenu son meeting. La situation avait déjà repris. Normalement, les gens circulaient, toutes les activités se déroulaient normalement. Comme si de rien n'était. Alors, pourquoi, depuis lors, le gouvernement, à travers ses différents services, que ce soit au niveau de province ou au niveau central, ont toujours étouffé les activités de l'opposition? Pourquoi? C'est un exemple aujourd'hui. Nous avons vu que le meeting s'est bien déroulé, ça a été permis, ça a été encadré par la police. Il faut laisser la liberté s'exprimer. C'est ça aussi la décrispation. Très bien. Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui vient de terminer. Je pense que c'est pas un cadeau empoisonné, comme l'a dit non, Gabi. La liberté de manifester n'est pas un cadeau empoisonné. Tout le monde a gagné. Le pouvoir a gagné parce que hier, s'il y a eu des morts, voilà. Bon, le pouvoir aurait dû endosser la responsabilité. Mais comme il n'y a pas eu de morts et qu'il y a la paix, le calme, donc tout le monde a gagné. Félix Fachi a tenu son meeting avec ses combattants. Il leur a dit ce qu'il avait. Les services de sécurité ont fait leur travail, très bon travail. Personne n'a perdu et c'est la République qui a gagné. Pourquoi vous voulez entrer dans cette logique de confrontation? C'est ça la démocratie. Il y a des pertes des vies humaines. Non. C'est ça la démocratie. Il faut laisser la liberté s'exprimer. Le vrai problème aussi, c'est nous les médias. Hein. Il y a des médias qui sont à oui, j'ai vu des médias qui filment avant même l'arrivée des Fatih pendant qu'on montait la tribune à 7h30 pour dire que échec total. Franchement, nous aussi, médias. Ça c'est pas un travail. Ça c'est pas un travail de journaliste. Voilà. Comment vous pouvez parler d'un échec pour une activité qui ne s'est même pas encore tenue? Voilà. Comment? Non, moi, c'est Télé 50 qui a exploité cette image. J'ai suivi les images de Télé 50 déjà à 8h du matin. À 8h du matin, 7h30, 7h, 9h, on montrait déjà les terrains vides. Oh, le meeting a commencé dans l'après-midi. Moi-même, j'étais perché sur un arbre parce que... Bon, attendez, nous sommes des confrères. Quand nous faisons des choses comme ça, les apôtres c'est Pélissa ou bien pour que l'opinion dise quoi? Ou bien on veut faire plaisir à un groupe d'individus? On veut plaire à qui? Mais en faisant objectivement. Mais c'est CTV qui a balancé les images ou bien d'autres chaînes de télévision, d'autres médias. Qu'est-ce que vous avez perdu? Vous n'avez rien perdu. Donc, Télé 50 aurait dû aussi faire le même travail comme les autres médias. Bon, mais c'est aussi le verre à moitié. Est-ce que c'est pas aussi le reportage? Il y a un problème entre la ligne éditoriale et la vérité. Non, mais la ligne éditoriale ne doit pas la vérité. Ne doit pas tordre le cou à la vérité. La ligne éditoriale doit marcher ensemble avec l'objectivité. Ah, mais c'est très grave. Quand doit orienter l'objectivité, doit orienter notre vérité et non tordre le cou à la vérité. Ou alors tous les immeubles situés autour des trois terrains de Sainte-Thérèse. J'ai vu les gens qui suivaient là. Ah oui, à partir des balcons, moi-même, j'étais perché sur un arbre avec mon enregistreur pour suivre le meeting parce qu'il n'y avait plus de place. Merci beaucoup, Gabi Kouba. C'était Kiosque Eko, Eric Choukouma. Merci à vous, cher Eric, et vous allez saluer l'ensemble de la rédaction de Zoom Eko. Merci. Allez, merci à vous, Gabi Kouba. On se retrouve très prochainement, je crois, dans 1 ou 2 semaines. Et à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Kiosque, je prends rendez-vous avec vous formellement demain, 9h30. On n'a pas placé un mot sur la date du 24 avril. Hein. Mobutu prend congé du MPR, mais il se rend compte que dans la Constitution, à l'époque, il a été dit le président du MPR est d'office le président de la République, mais quand lui-même prend congé, on lui dit non, vous avez commis l'erreur, il rectifie le lendemain pour tenir une conférence de presse et dit le président reste au-dessus de la mêlée, et les retours au multipartisme. Un mot sur cette date? C'est à l'époque où le multipartisme a vu cet éclos
dans notre pays, et on a vu comment les partis politiques ont commencé à naître, tout ça à côté des l'UDPS, à côté du PALU qui existait déjà, et puis voilà, nous avons eu d'autres qui sont venus, et aujourd'hui nous avons la nouvelle génération des PPP, PPPD, papa, tout ça, tout ça, donc c'était parti de là, donc voilà, c'était quand même une bonne chose, hein. Il faut le reconnaître. Et Mobutu plaira. Mobutu pleura. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous voulons revenir un peu dans les. Comprenez mon émotion. Dans les grands. Vous êtes un abacoste aujourd'hui. Ah, vous avez compris, à bas les costumes. En tant qu'originaire de Badolite, donc vous avez une pensée pieuse pour Tata Maréchal. Merci beaucoup. 9h30 demain, avec d'autres invités. Au revoir.